Voilà pour ce très beau documentaire d'Anne Ginsburger, Toutes solidaires, ces témoignages de femmes qui ont été gilets jaunes. Et on va poursuivre avec notre émission en Pays de la Loire pour savoir comment ce mouvement perdure ou pas. Comme partout ailleurs, le premier acte a eu lieu le 17 novembre 2018. Mais depuis, où en sont les gilets jaunes? Croient-ils encore au lendemain qui chantent ou pas? Dans notre émission, nous allons en parler avec celles et ceux qui sont déjà auprès de moi sur ce plateau, associés aux mobilisations l'année dernière ou impactés par ce mouvement ou encore qui l'ont étudié, des gilets jaunes eux-mêmes, des maires, chefs d'entreprise, sociologues, politologues. Mais d'abord, retour quelques mois en arrière dans notre région, au début de ce mouvement historique que personne, ou presque, n'avait vu venir. Éléonore Duplay et Marie-Catherine Georgelin. Dans sa maison, tout était déjà prêt. 2 jours avant le début du mouvement, Chantal est remontée à bloc. Le déclencheur de sa colère, l'augmentation des taxes sur le carburant. Avant, ça me coûtait 52 € et maintenant, ça me coûte 62 €. 10 € de plus, quoi. C'est pas supportable, c'est trop dur pour moi. C'est une marée jaune qui investit à Nantes une partie du périphérique. Partout, des gilets jaunes sur des ronds-points, des axes de circulation. Les revendications dépassent le prix des carburants. On est obligé de travailler pour payer ce qu'on nous demande. Et pour pouvoir payer ce qu'on nous demande, on fait des heures supplémentaires et après on nous fait des impôts sur le salaire. Moi je pense que c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. Les premières 24 heures, la mobilisation s'installe sur les ronds-points, soutenue par une partie de la population. Hier matin, c'était exactement pareil. À 6 heures, ils étaient là. Ils ont froid, ils ont faim. Les gens qui sont sur les... Ils nous ramènent du café, ils nous ramènent des brioches. C'est sympa. Après avoir bloqué les centres commerciaux, des groupes de gilets jaunes tentent d'entraver à Donges les dépôts pétroliers. Ailleurs, c'est une opération péage ouvert. Bonjour, est-ce que vous avez un ticket? Merci. Voilà, c'est gratuit aujourd'hui. On dit merci Manu. À Nantes, main sur la tête, des gilets jaunes reprennent la pause des lycéens interpellés par la police à Mantes-la-Jolie. Tous les samedis, les manifestations s'installent dans les grandes villes de France. C'est dégueulasse, on n'a rien fait. Ils ont tiré, on n'a rien fait. Ils tirent en premier, c'était pacifique, c'était joyeux. Ils ont tiré pour nous disperser alors qu'on n'avait rien fait, c'est les enfoirés. Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures, la hausse du SMIC, le grand débat et une prime exceptionnelle pour calmer la colère. Il a voulu surtout faire le marchand de sable, Pimprenel, Nicolas, le gros nounours. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Des macronettes. 3 semaines plus tard, l'année commence sur un rond-point chargé de revendications. Ça va continuer jusqu'à ce que le gouvernement cède. C'est comme ça que vous voyez 2019? Oui, tout à fait. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est un an, c'est un an. On continuera. Du 15 janvier au 15 mars, le grand débat national se tient dans les mairies et dans les salles des fêtes. Les gilets jaunes s'installent dans des maisons du peuple et organisent à Saint-Nazaire une assemblée des assemblées. Plus de 700 représentants venus de toute la France. Pour les municipales, si on présente une liste, la liste, ça a été voté, tout serait décidé par les assemblées, toujours par la base. Le 26 août, après 2 mois de calme, le mouvement ressurgit à Angers contre un hypermarché sans caissier le dimanche. Sur les gilets, toujours le même slogan que le 17 novembre. Des mobilisations qui, avec ou sans gilets jaunes, se sont poursuivies d'acte en acte, de samedi en samedi, pendant des mois. C'est inédit et c'est ce dont nous allons parler dans notre émission à présent avec mes invités. Bonsoir Ali Benhamla. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez manifesté avec le gilet jaune sur le dos pendant plusieurs samedis à partir du 17 novembre. Vous étiez à Angers et puis vous avez décidé de ne plus vous associer à ces manifestations. Vous nous expliquerez pourquoi et ce que vous pensez de la situation actuelle. Bonsoir Nathalie Le Baillif. Bonsoir. Vous êtes toujours, vous, gilet jaune à Nantes, même si on voit que vous ne l'enfilez plus, vous avez changé de couleur sur notre plateau, mais vous continuez à vous associer à ce mouvement sous une autre forme, nous verrons également comment. Bonsoir Ludovic Arnaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, gilet jaune à Saint-Nazaire, militant de longue date dans d'autres associations, ATTAC ou encore le syndicat CGT. Vous avez été un des tout premiers à vous mobiliser à Saint-Nazaire le 17 novembre dernier au sein de la Maison du Peuple qu'on a pu voir dans ce reportage. Et vous continuez à réfléchir à d'autres formes d'action, parfois très concrètes pour faire changer les choses. Nous verrons également lesquelles. Bonsoir Dominique Dumont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, maire de Fercé-sur-Sarthe. C'est une commune de la Sarthe de 600 habitants.
habitants. Vous avez été un des premiers élus à ouvrir des cahiers de doléances et vous aviez senti de longue date l'exaspération qui montait dans les territoires que vous considériez oubliés. Et bonsoir Séverine Misset. Séverine Bisset. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue à l'Université de Nantes, membre du Centre nantais de sociologie. Et nous rejoindrons en cours d'émission également le politologue Arnaud Leclerc pour parler du discours politique. A-t-il vraiment changé depuis les Gilets jaunes? Et puis Yann Tréchard sera également avec nous. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Nous ferons avec lui le point sur l'impact économique de ces mouvements. Nathalie Lebailly, je voudrais commencer avec vous. Vous ne manifestez plus à Nantes depuis la mi-septembre et pour cause, il n'y a pas eu de manifestation de gilets jaunes dans la ville. Comment est-ce que vous continuez à vous mobiliser puisque vous le dites, je suis toujours gilet jaune? Alors déjà, c'est au niveau de la Maison du Peuple aussi. À Nantes, pour vous? À Nantes. On a été évacués il n'y a pas très longtemps et là, on en a retrouvé une autre. Bon, là, en ce moment, je ne peux pas trop parce que je suis en formation. Mais vous êtes toujours gilet jaune de cœur? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Là, je vais sûrement y aller ce week-end pour voir un petit peu, pour leur amener un peu d'aide aussi, parce qu'il y en a besoin. Et puis, s'il y a une manifestation, j'y serai, si je suis dans la région. S'il y en a une, on verra ça ensemble, effectivement, la suite du mouvement. Ali Benhamla, je vous propose de découvrir ensemble une image qui va vous rappeler quelque chose. Regardez, c'était il y a un petit peu moins d'un an maintenant. À l'époque, vous étiez très impliqué. On vous voit ici sur ces images avec le député. Il était encore La République En Marche à l'époque à Angers. C'était Mathieu Orphelin. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ces images, à l'époque où vous étiez vraiment une des têtes de pont des Gilets jaunes à Angers? Bon, on était quand même plusieurs, mais disons que c'était à ce moment-là, on avait énormément de colère en nous, en fait. On était très énervés, fallait que ça explose. En fait, cet entretien, c'était la veille du 17. Donc, on a reçu plusieurs invitations de plusieurs députés. On a accepté juste celle de La République En Marche pour pouvoir s'exprimer. Après, on s'attendait Vous étiez, vous dites, à l'époque en colère, mais vous étiez encore plein d'espoir. Ça a changé depuis? Oui, ça a changé parce qu'on s'était vachement apaisé. On va dire, on a réussi à avoir quelque chose peut-être pas complètement de ce qu'on voulait au départ. Mais vous parlez des propositions d'Emmanuel Macron, qui vous ont en partie satisfait? Oui, en partie. Pour moi, c'était quand même un premier pas. Et après, il y avait le débat national qui est arrivé, auquel j'ai assisté, que j'ai regretté beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup de gilets jaunes dans ces genres de débats-là, parce qu'on aurait aimé, parce que c'était justement l'occasion. Et puis voilà, après, je pense qu'on a quand même été satisfait d'une partie des revendications. Mais il n'empêche que vous avez décidé d'arrêter assez vite. Assez vite, c'est quand même 5 semaines, la 6e semaine. C'est-à-dire, il y a eu par rapport à d'autres, en tout cas. Par rapport à d'autres, c'est clair. Mais après, c'est-à-dire, je pensais que ce qu'on pouvait avoir d'autres, ça passait pas forcément par la rue. Et qu'il y avait d'autres façons de pouvoir les avoir. Et que voilà, les institutions le permettaient. On verra au cours de cette émission sur lesquelles vous espérez pouvoir poursuivre ce mouvement, ou en tout cas vos revendications. Ludovic Arnaud, vous êtes gilet jaune à Saint-Nazaire, je l'ai dit, au sein de cette fameuse Maison du Peuple, qui, on le voit, est un petit peu partagée entre deux formes d'action, des actions très concrètes parfois sur le terrain, on en découvrira une d'ailleurs en cours d'émission, et puis aussi des réflexions plus idéologiques sur l'avenir de notre société, plus politiques presque. Oui, les deux vont de pair souvent. Ce n'est pas le cas de tous les lieux de rassemblement des gilets jaunes, hein. Ça n'a pas été le cas pour tous, en tout cas. Je ne sais pas, pour être honnête, je n'ai pas fait le tour de tous les ronds-points, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas très bien. Par contre, je peux éventuellement vous raconter comment ça se passe. Mais... Comment ça se passe donc à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire aujourd'hui? En fait, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est en fait plus le sens de votre question. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à la fois avoir des réflexions politiques? C'est-à-dire que je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un lieu de politisation et de réflexion politique de très haut niveau. Ça veut dire, ce que je voulais vous dire, c'est que ça continuait encore chez vous, alors qu'il n'y a plus aujourd'hui de rassemblement sur des ronds-points. Alors, je pense que tous les endroits où les Gilets jaunes ont continué à maintenir un petit groupe, une petite cohésion, c'est des choses qui continuent d'exister. On ne fait pas figure d'exception de ce point de vue-là. Moi, je ne me balade pas beaucoup en France pour faire le tour des Gilets jaunes, mais pour les groupes de Gilets jaunes que je connais. Mais vous avez reçu l'Assemblée des Assemblées, notamment, on l'a vu, où là, où il y a eu un rassemblement de 700 Gilets jaunes venus de toute la France, et où là, il y a eu une volonté d'aller plus loin que sur des revendications, même que financières, comme ça pouvait être le cas au début. En fait, tout le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a été que cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on est parti d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis à partir du moment où les gens se retrouvent,
discutent, échangent sur leurs conditions d'existence, c'est un petit peu ce qui se passe, ils font de la politique et forcément, on tire les fils et les choses arrivent, quoi. Et quelque part, l'Assemblée des Assemblées, on a juste voulu essayer de formaliser un petit peu ce processus de délibération, d'élaboration collective. On verra aussi qu'il y a des Gilets jaunes qui n'ont pas envie de faire de politique et qui d'ailleurs ont beaucoup de défiance par rapport à cette évolution éventuelle. Vous en faites partie, Ali Ben Amla, on en parlera. Je voudrais parler à un politique, même si je ne sais pas si vous vous considérez comme un politique. Vous me dites non de la tête, voilà, j'ai ma réponse. Dominique Dumont, vous êtes pourtant maire, mais d'une petite commune de 600 habitants, je le disais, à une trentaine de kilomètres du Mans, c'est Fercé-sur-Sarthe. Vous vous êtes mobilisé avant, finalement, le 17 novembre, pour ces cahiers de doléances. Vous parliez déjà, et notamment à Matignon, de ces personnes en souffrance. Vous aviez senti ce mal-être qui montait. Écoutez, c'est toute la difficulté d'avoir un pouvoir un peu en déconnexion avec ce que vivent les gens à la base, quoi. On voyait bien, nous, en tant que maire d'une petite commune, mais pas que. Nous, j'imagine que des tas de gens s'en étaient rendus compte, mais n'avaient peut-être pas l'envie ou le courage de le dire, qu'il y avait une vraie souffrance, qu'elle devait s'exprimer et qu'il était nécessaire d'y répondre. Sinon, on se retrouverait face à un mur, à des difficultés, à une colère. Et là, on n'a pas été entendu, et donc on s'est retrouvé avec cette crise qui a débordé tout le monde et qui fait qu'on a énormément perdu d'énergie, de temps, et on a massacré on a détruit beaucoup de vies, beaucoup d'espoir à travers ce mouvement. D'accord. Pour vous, vous considérez qu'on a détruit des vies, des espoirs, plus que d'en créer, d'en susciter peut-être chez certaines personnes? Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en souffrance après cette crise, des gens qui ne croient plus en grand-chose. Même plus dans ce mouvement, même plus dans la mobilisation. Alors peut-être dans la mobilisation, mais rappelons-nous que le 17 novembre, on avait des milliers de voitures qui arboraient un gilet jaune sur leur tableau de bord, quand même. Moi, dans mon village, il y avait quasiment une voiture sur deux qui avait un gilet jaune. Donc c'était un espoir qui était né à travers ce mouvement. Et je pense qu'on n'y a pas répondu de la bonne manière et qu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont déçus. Est-ce que c'est une colère retenue en attendant des réponses ou est-ce que c'est une résignation? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, il y a un vrai mal-être à cause de ça, je pense, oui. Séverine Misset, vous êtes sociologue, je l'ai dit, à l'Université de Nantes. Vous avez beaucoup travaillé sur les mouvements populaires dans l'histoire en France. Est-ce que celui-ci, comme beaucoup d'autres, sincèrement, vous l'avez vu venir ? Non, je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité face à la crise des Gilets jaunes parce que personne ne l'avait vraiment vu venir. Et pour autant, quand on se repenche sur le passé, évidemment qu'il y avait des indices, qu'il y avait des symptômes, qu'il y avait des choses qui montraient qu'il y avait un vrai mal-être, qu'il y avait vraiment une fraction du pays qui se sentait invisibilisée, les difficultés à boucler son budget mensuel. Il y avait évidemment des choses qui auraient pu permettre de prédire, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc non, c'était quand même, ça a quand même surpris tout le monde. Vous avez travaillé sur ce mouvement depuis un an. Qu'est-ce qui ressort en fait? Est-ce que c'est plus que des revendications? C'est le sentiment du mépris de ces personnes? Oui, c'est très frappant en fait quand on lit les témoignages des Gilets jaunes qui ont pu être recueillis par différents collègues un peu aux quatre coins de la France. Il y a eu une espèce de levée du couvercle en quelque sorte sur ces ronds-points, dans les manifestations, dans tous ces collectifs qui se sont créés, où les gens ont commencé à oser parler, à oser témoigner, à oser dire les choses, à se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre certaines situations, et en quelque sorte à renverser un petit peu la situation en se disant ce n'est pas nous qui avons à avoir honte, c'est eux qui devraient cesser de nous mépriser. Il y a un certain nombre de gestes ou de petites phrases qui ont laissé vraiment des traces. Vous parlez de quelles phrases, de quels gestes? D'Emmanuel Macron, par exemple? Emmanuel Macron, c'est très bien qu'il a eu des phrases qui... Traverser la rue, des pognon phrases dingue. qui ont été vraiment perçues comme du mépris de classe, qui ont marqué les gens s'en souviennent, les gens sont capables de ressortir ces phrases. Et voilà, ça a été l'occasion, en quelque sorte, d'arrêter de vivre de façon isolée ce sentiment de mépris. Donc, retrouver quelque part une certaine fierté et une visibilité. Dignité, oui. Nathalie Lebailly, je vous entendais acquiescer à ce que disait Séverine Misset. Effectivement, pour vous, par exemple, ces mots, ces expressions employées par Emmanuel Macron, ça a été un déclencheur pour vous dire stop? Oui, parce qu'en fait, on nous humilie. On est de la, entre guillemets, on est de la merde pour ce gouvernement. Vous parlez au présent? Oui, on l'est encore, de toute façon, parce qu'à chaque fois, il nous dénigre complètement. On est le petit peuple. On est le peuple quand même qui travaille. On est beaucoup de femmes parce que justement,
je reviens là-dessus, mais... Sur le documentaire, notamment. Sur le documentaire, on est beaucoup de femmes parce qu'en fait, on est des femmes qui travaillent, on est des femmes qui ont des enfants, souvent seules. On est souvent seules dans cette situation. Et on n'a rien. En face, on a un président qui nous voit comme des insectes à écraser. Et voilà, il fait son truc et puis nous, on n'est rien. Et voilà, ce mouvement, il nous a permis d'être un gros rien, peut-être, justement. Mais un rien qui fait du bruit. Donc, voilà. Ali Benhamla, vous avez choisi de le quitter, ce mouvement, et pourtant, je vous ai vu aussi acquiescer aux propos de Séverine Misset, sur le fait de dire le mépris de classe. Pourtant, vous dites Emmanuel Macron, il nous a quelque part entendus, on a obtenu 10 milliards d'euros, 15 milliards avec les baisses d'impôts. Mais malgré tout, vous retenez ce mépris de classe qui... En fait, il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque. On avait un président qui venait d'être élu. Il avait déjà, dans son programme électoral, quelques mesures qui étaient déjà compliquées à défendre, notamment la suppression de l'ISF ou l'augmentation de la CSG. On n'avait plus aucune communication. Après, on avait juste des choses qui augmentaient. On n'avait que des taxes. Tout ce qui permettait de nous faire payer plus, les décrets d'application pleuvaient, les lois passaient tout de suite. Et tout ce qui était en faveur du pouvoir d'achat, c'était pour 2021, 2022, 2023. Et puis après, il y a eu le carburant, quand même, qui était quand même exceptionnel. J'ai jamais cru qu'un président en France pouvait augmenter le carburant, qui est déjà parmi les plus chers au monde. Et on allait encaisser 7 centimes la première année qu'on avait déjà difficilement encaissé. Le contexte international... Donc c'est l'impression d'être matraqué financièrement et de ne pas être entendu. Tout le temps. Et les seules sorties du président, c'était les petites phrases. Quand on lui... Voilà, lorsque quelqu'un se plaint du carburant, on se dit c'est pas Bibi, c'était ça l'expression qu'on avait. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'était un bulldozer qui fonçait devant, on voyait pas à côté. À un moment, il fallait que ça explose quelque part. Par contre, pour revenir sur le fait que c'était surprenant, même pour nous. Le matin, en mettant mes chaussures, en sortant le 17, je ne savais pas qui y allait à Tourcoing. C'était quand même impressionnant pour tout le monde. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais manifester. Donc, c'était quand même quelque chose... ça m'a soulagé, personnellement. Puisque vous avez pu dire des choses que vous pensiez... Fallait que ça explose. Sans savoir qu'ils étaient forcément partagés. Voilà. Et il y avait pas mal de choses, en tout cas, qu'on partageait entre les gens qui portaient le gilet jaune le premier jour, en tout cas. Ça a fait vraiment quelque chose de bien. Alors, certains gilets jaunes ont continué. D'autres ont abandonné. On va revenir avec Éléonore Duplay et Denis Leroy sur plusieurs de ces profils. Ils ont rencontré plusieurs gilets jaunes mobilisés depuis l'année dernière, à la fois à Saint-Nazaire, chez vous Ludovic Arnaud, mais également en Bretagne. Regardez. Ils ont manifesté pendant des mois, occupé les ronds-points, interpellé la France dans des vidéos. Un an après le début du mouvement, que sont devenues les figures des gilets jaunes. À Saint-Nazaire, ils font dorénavant partie du paysage. À chaque marché, un groupe de volontaires fait le tour des étals pour saluer les commerçants et proposer des coups de main en échange d'invendus qui seront redistribués à ceux qui le demandent. Porter les bacs, tout c'est lourd à force, mais ça nous donne un bon coup de main. Et nous, on les récompense aussi. Quand on peut, voilà. On part plus tôt aussi, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Non, c'était bien. Et on jette pas le poisson. Et on jette pas. En quelques mois, c'est un système de récupération complet qui s'est organisé ici, grâce à l'implication d'un noyau dur de gilets jaunes. Ça fait des bons repas. Bon Roger. Il est bon mon poisson. Tout ça, c'est né des conversations en tout cas et des connaissances qu'on a fait au niveau des gilets jaunes. Oui. Une prise de conscience, un éveil et une envie d'agir qu'on n'avait pas avant. Parce qu'on était dans la situation de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Partie du même constat, elle a plutôt choisi la politique et l'écriture. Dans sa petite commune du Morbihan, Jacqueline Moureau rédige un livre témoignage. Comment, en quelques mois, elle est devenue une égérie avant de susciter la haine en tentant de monter un parti politique. Pour elle, les gilets jaunes ont changé le cours des choses. Les gens, maintenant, n'ont plus besoin de se cacher pour dire qu'ils n'arrivent plus à finir les fins de mois. Parce que cacher le fait qu'on a du mal à joindre les deux bouts, mais c'est un travail de tous les instants. Et donc ça a libéré les gens. C'est le côté positif des choses. Après, bon, le côté négatif, on le connaît, voilà, c'est les invectives, les menaces, ça ne s'arrête plus, voilà. À Saint-Nazaire, ils n'ont pas attendu. Très vite, les volontaires se sont vus attribuer un local pour trier, gérer et redistribuer tous les produits glanés. Voilà, des bananes. Il y a juste un petit poêle là. Donc on enlève et ça repart, ça partira en cuisine. Les graines, on essaye de les garder pour les faire repousser dans des jardins.
On va les faire sécher. On a des gens qui déshydratent les légumes aussi, donc ils font des fruits et des légumes séchés. Sans argent, sans forme juridique, ici, les Gilets jaunes ont accouché d'une petite communauté fondée sur la bonne volonté, l'entraide et sur la solidarité. Ludovic Arnaud, Nathalie Debailly, vous qui continuez à vous dire Gilets jaunes, est-ce que vous considérez que des personnes comme Jacqueline Moureau ont trahi la cause? Pour ma part, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est devenu trop politique. Elle est devenue trop politique et en fait, elle s'est mise en avant alors que nous, déjà, en tant que Gilets jaunes, on ne voulait pas que quelqu'un se mette en avant en tant que ça, surtout au tout début. Parce que, voilà, on était dans l'euphorie du début du mouvement et on ne savait pas où ça allait aller et on ne voulait pas que ça devienne politique, en fait. Jacqueline Moureau, précisons-le, elle veut se lancer éventuellement dans les municipales dans sa commune, dans le Morbihan. Je pense aussi à une autre figure des Gilets jaunes, c'est Ingrid Lebavasseur, qui a tenté de monter une liste pour les européennes. Elle ne l'a pas fait. Elle parle d'une situation extrêmement difficile qu'elle a vécue. Est-ce qu'elle a eu tort, elle aussi, d'avoir voulu aller plus loin que le mouvement des Gilets jaunes? Ali Benhamla, non? Mais bien sûr que non. C'est quand même la voie la plus démocratique possible. Et donc quelqu'un qui a besoin de changement, qui veut des changements, la moindre des choses, c'est pouvoir se présenter aux élections et puis pouvoir créer quelque chose. Malheureusement, elle ne l'a pas pu. Vous auriez voté pour elle? Non, pas forcément, mais j'aurais aimé qu'elle puisse se présenter. Donc il n'y aurait pas eu de problème avec ça. J'ai pas du tout de problème avec ça, moi. Ce qui me gênait dans le départ, c'est qu'elle n'arrivait pas à structurer. Et la structure de ce mouvement qui était horizontale, sans chef, on n'avait pas de porte-parole, je pense, parce qu'on n'avait pas de parole, finalement. Et juste revenir sur le fait que vous disiez qu'on avait quitté les Gilets jaunes, je pense que c'est suivant la définition que vous donnez aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, en tout cas, vous ne vous associez plus à leur mouvement à partir de la fin décembre, vous n'alliez plus sur les ronds-points. Physiquement, je ne l'étais pas. Par contre, un Gilet jaune, c'est quelqu'un qui s'indigne de toutes ces inégalités. Donc, de ce point de vue-là, je suis encore Gilet jaune. Je pense qu'il y a encore du chemin et on aura encore à faire. C'est juste que, par contre, les revendications, évidemment, on ne les partageait pas. Mais en tout cas, je n'aurais pas voté pour cette dame-là, ni pour les autres, mais voilà. Mais j'aurais aimé qu'il puisse se présenter, évidemment. C'est pas indiscret de vous demander pour qui vous avez voté aux européennes après ce mouvement? Pour les européennes. En fait, pour vous dire, j'ai convaincu des gens pour voter Macron la première fois. C'est-à-dire en 2017? En 2017, pour les présidentielles, j'avais convaincu des gens, j'ai défendu. Là, j'ai défendu par élimination, j'ai voté par élimination quand même. Donc j'ai voté évidemment pour La République En Marche. Mais on n'avait pas tellement le choix. Évidemment, vous avez voté pour La République En Marche. On n'avait pas le choix. Ça semble pas si évident que ça. En fait, si vous voulez, c'est que lorsque, en tout cas, dans les européennes, c'était quand même un scrutin à un tour. Et voter pour d'autres partis qui n'allaient pas pouvoir constituer un parti en Europe, ça ne servait pas à grand-chose. Aujourd'hui, vous avez le Rassemblement national qui était ex-aequo au premier. Il fallait faire barrage. Mais il n'y avait pas de barrage, en fait. Ça n'existe pas forcément de barrage. En tout cas, vous n'avez pas. Oui, Ludovic Arnaud, je voudrais que ça vous fait réagir. J'imagine que vous n'avez pas voté La République En Marche en mai dernier. Non, je vais revenir juste sur votre interpellation du début. Là, vous me demandiez est-ce que c'est des traîtres ou pas. Bon, moi, j'aime pas me faire le procureur de dire les bons, les méchants. Certains Gilets jaunes s'en sont chargés. Oui, on a entendu Jacqueline Moureau, ce qu'elle a vécu, Ingrid Lebavasseur aussi. Non, c'est pas. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est extrêmement varié, extrêmement divers. On pourrait y trouver tout ce qu'on veut y trouver. Mais moi, ce que je retiens dans ce que j'ai vécu, c'est plein de gens qui ont dit maintenant, ça se fera pas sans nous, ça ne se fera plus sans nous. Et avec une critique très forte du système institutionnel dans lequel on est, qui n'est pas démocratique. En fait, c'est-à-dire, je pense que ce qu'on a vécu très fort, c'est de dire. Si la seule chose qu'on nous propose, c'est de re-rentrer dans les cases de ce système qui, en fait, est une grosse mascarade, on n'y croit plus. On n'y croit plus, on dit il faut respecter les institutions, il faut respecter la République, mais je dis, rendez-la respectable, faites en sorte qu'elle soit démocratique, qu'elle soit effectivement sociale. Je veux dire, depuis 30 ans, la profondeur de cette colère, ça a été depuis 30 ans, on nous sert toujours la même chose, on change les étiquettes, on change les hommes politiques, mais au final, c'est pour appliquer la même politique. Et moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai vu dans ce mouvement, c'était de dire à un moment donné, c'est stop. C'est pour ça, le truc, à un moment donné, si c'est pour re-rentrer dans le moule et faire en sorte que ça reparte comme avant, ça... Une partie des Gilets jaunes, je ne prétends pas parler au nom de tous, ça a été de dire ça, on ne nous l'a fait plus, on ne le refera pas. Et donc, en fait, le coup de Macron, c'est qu'il veut faire rentrer le lit dans son lit pour qu'après, les choses redeviennent contrôlables. Allez-y, Ali Benhamla. Alors, c'est au-delà de la personne de Macron, parce que visiblement, comme vous dites, le problème dure depuis 30 ans. Donc, Macron n'est pas... Voilà. En fait, pour moi, c'est que
Je crois vraiment, contrairement à vous, peut-être que moi je suis naïf et je crois forcément à la République, à ses constitutions, et je pense qu'on vote quand même régulièrement. On a quand même la présidentielle, il n'y avait pas que la présidentielle. C'était certes pas un chèque en blanc qu'on faisait à Macron, mais néanmoins, il y a eu ça, il y a eu les législatives après, et même après, le mouvement des Gilets jaunes... Vous n'avez jamais appelé Macron démission? Si, mais c'était quand même un cri de ralliement. Mais vous ne le souhaitiez pas, non, véritablement. Il a été élu démocratiquement, qu'on le veuille ou pas. Alors que vous le pensiez, et vous le souhaitiez. Et je le dis, et je leur dirai encore avec encore plus de conviction maintenant, c'est-à-dire que non seulement Macron démission, qui dégage, ce gars-là, on ne lui fait pas confiance pour faire quoi que ce soit, mais après... Vous voulez le remplacer par quoi? Certainement pas par un autre monarque. Et en fait, je veux dire, la maturation de ce mouvement de Gilets jaunes, c'est de dire, OK, on veut des bonnes conditions d'existence, on veut être respecté, et on veut pouvoir décider. Mais ça veut dire une que vous vraie avez démocratie. voté pour qui, par exemple, si je reviens sur les européennes? Ça veut dire que ça ne sert à rien de voter? C'est-à-dire qu'en fait, les élections, très bien, mais croire que c'est Est-ce ça que vous la avez voté? Oui, j'ai voté. Pour qui? J'ai pas envie de le dire. Enfin, je vote à gauche, je suis militant, etc. Mais c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est si croire que les problèmes sociaux, que le peuple est écouté parce qu'ils glissent leur bulletin dans l'urne de temps en temps, en fait, c'est ça auquel on croit plus. Et l'Assemblée des assemblées, c'est un peu ça. C'est une volonté de dire, on va essayer d'expérimenter. Et ça veut bien dire qu'il faut aller au-delà. Nathalie, vous parliez tout à l'heure de l'euphorie qui existait au début. On sait très bien que cette euphorie, à un moment, elle retombe au bout de quelques semaines. Il faut donc que le mouvement il se structure. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit aussi qu'il y a des gens qui étaient déçus au sein de votre mouvement, de voir l'évolution qu'il prenait et qui, pour vous, militants de longue date, je l'ai précisé, vous avez milité à Attaque, à la CGT, vous saviez que ce moment arriverait. C'est inéluctable, une structuration minimum. Au mois de décembre, je me suis cru que beaucoup de choses seraient possibles. Mais après, a posteriori, effectivement, les grandes explosions sociales ont des hauts et des bas. Puis après, mais que le problème, il reste entier et que la question de réinventer une vraie démocratie, je veux dire, les Gilets jaunes, ils ont posé ce problème-là. Et le problème, il n'est pas réglé. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la solution. Et puis, je ne pense pas que c'est 300 000 personnes mobilisées qui vont être capables de faire ça en quelques mois. Je pense que le problème est historique, il est d'ampleur. Mais quand je vois que ça pète un peu partout dans le monde et que les mêmes problèmes se posent partout, je suis sûr qu'on va avancer dans cette direction. En tout cas, ça n'est que le début. Pourquoi ne pas se structurer? Dominique, je voudrais juste avoir votre avis, Dominique Dumont, parce que vous êtes maire, vous avez les mains dans le cambouis, vous êtes élu. Est-ce que vous envisagez de prendre des Gilets jaunes sur votre liste, puisque vous vous représentez en mars de l'année prochaine? Oui. Oui, j'ai eu de jeunes femmes qui étaient très investies pendant le mouvement, qui se sont mobilisées, qu'on a rencontrées lors de ce qu'on a organisé le grand débat dans le village. Donc oui, j'envisage. J'espère qu'elles diront oui, qu'elles répondront positivement à l'appel du pied que je vais leur faire. Mais oui, j'envisage vraiment de leur proposer de venir nous rejoindre, car je pense que ça va être nécessaire dans l'avenir pour pouvoir réfléchir différemment à la vie de la cité, même si c'est un tout petit village de 600 habitants. Je pense qu'à l'échelle d'une grande ville, c'est le même problème. Il faut être attentif à ce que l'ensemble de la population soit représentée autour de la table pour prendre des bonnes décisions. Et ça me semble intéressant de leur demander de venir nous rejoindre pour qu'ils apportent leur regard. Peut-être que ça va être compliqué au départ, mais c'est aussi intéressant de leur expliquer comment, ensemble, on prend des décisions, comment, ensemble, on cherche des solutions et comment, ensemble, on cherche aussi des financements. Tout ça rime, d'ailleurs, pour essayer d'avancer et puis de faire en sorte que le village puisse continuer à vivre. Nathalie Le Baillif, la politique, pas question pour vous? Si, j'ai eu une période où j'aurais bien voulu m'investir un peu plus, justement, mais... C'était quand? C'était... Avant les européennes? C'était pour... Non, après, justement. Après les européennes. Donc, par exemple, les municipales, ça vous intéresserait? Ça m'aurait intéressé. C'est pas fini encore, c'est au mois de mars. Je sais bien, mais malheureusement, voilà, mon emploi du temps va... Oui, parce que vous êtes en reconversion professionnelle. Je suis en reconversion et ça va me prendre beaucoup trop de temps et je ne vais pas pouvoir m'investir comme je veux m'investir. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas m'investir justement dans la politique en étant conseiller ou dans ma ville. Et mais pour l'instant, non. Ali Benabel, vous y pensez? Ah non, surtout pas. Pourquoi? Non, parce que je pense que c'est pas du tout un monde dans lequel je pourrais évoluer. Je pense que je pourrais apporter... je peux crier ma colère et mon désaccord, mais de là à participer activement à ça, je me vois pas du tout dans le temps. Et Ludovic Arnaud? On le voit dans la façon dont les questions sont posées. C'est-à-dire que la politique, c'est quoi? C'est on se présente, c'est des élections. Excusez-moi, mais en tout cas, la politique, c'est aussi des élections. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que cette espèce de... En fait, on peut avoir des réflexions politiques, mais... Voilà. C'est-à-dire que la politique, c'est beaucoup plus que ça. Et dire les
débouché politique, c'est juste on va embrasser une carrière d'homme politique ou de femme politique professionnelle. Ça peut être comme Monsieur Dumont aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie de Après, répondre. les écuries électorales à l'échelle nationale, on sait très vite ce que ça devient. Et en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est que penser les choses comme ça, c'est vraiment par le petit bout de la lorgnette. Par exemple, parmi les types de réflexions... C'est-à-dire comment on fait changer les choses si on ne se présente pas à une élection ? Déjà, en étant capable d'exister autrement, c'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple des municipales, là, parmi les types de choses qu'on discute en ce moment à Saint-Nazaire, c'est quoi le municipalisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des approches qui permettraient aux citoyens dans leur commune de peser sur la politique municipale entre les élections, et pas juste au moment où ils vont mettre le bulletin dans l'urne ? Est-ce qu'il y a moyen de s'organiser dans une commune, de créer, parmi les choses qu'on aimerait arriver à faire, c'est à créer une assemblée populaire communale qui se saisit tout le temps Et vous pensez que les citoyens, ils en ont envie de s'investir sur le long terme, puisqu'on voit que ce mouvement, il s'étiole aussi en termes de mobilisation sur le terrain, je parle. Alors moi, personnellement, ce que j'ai trouvé en mouvement des Gilets jaunes, c'est une soif de ça. Et pourtant, ils sont où alors ces gens maintenant ? Le problème, c'est que institutionnellement, les espaces pour leur permettre d'exister comme ça, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'institutionnellement, il n'y a rien qui permet aux citoyens d'être impliqués régulièrement dans la vie de la cité. On nous demande juste de voter tous les 5 ans. En fait, ça ne se résume pas quand même au vote, la démocratie. Il y a quand même des réunions publiques, il y a des consultations, il faudra y aller, pouvoir peser de son poids, proposer des idées. C'est-à-dire, si on n'est jamais présent dans les assemblées, alors les vôtres évidemment, mais dans les assemblées organisées ou dans les consultations des mairies, des villes, je ne sais pas. Là par exemple, pour l'instant, il y a des consultations pour la retraite. Qu'est-ce qui vous empêche de faire une liste aux prochaines municipales en proposant ce mode de fonctionnement et d'être élu et le mettre en place ? C'est difficile de réclamer quelque chose, mais de ne pas mettre les outils à proposer nécessaires pour que ça fonctionne demain. Rien ne vous empêche de vous présenter au municipal dans votre ville et dans votre programme de dire qu'à chaque fois qu'il y aura une décision importante, on demandera aux habitants de la commune de le faire. Par exemple, c'est possible de faire ça. Ça fait partie des choses qui ont été notamment à l'Assemblée des Assemblées qui a eu à Saint-Nazaire. Il y a eu un appel qui disait faites ce genre de choses. Donc c'est bien par le principe démocratique du moment, parce que c'est dans celui-là qu'on fonctionne, qu'on peut faire avancer les choses. On ne peut pas réclamer quelque chose hors du mode de fonctionnement démocratique qui nous fait fonctionner aujourd'hui. Donc il faut bien... Dominique Dumont, vous l'exercez, ce pouvoir démocratique. Vous avez été élu dans votre commune, mais vous êtes aussi très critique sur la gouvernance nationale depuis Paris. Et vous êtes même allé jusqu'à participer, la semaine dernière, il y a 2 semaines même, au Parlement rural français. Vous étiez réunis autour de la ministre Jacqueline Gourault avec plusieurs élus de petites communes de France. Est-ce que ça veut dire que le Parlement parisien, entre guillemets, le vrai Parlement, il ne suffit pas, qu'il ne vous entend pas, malgré la crise des Gilets jaunes ? Oui, c'est un peu ça, raccourci, mais c'est un peu ça malgré tout. En fait, il y a eu un agenda rural qui a été un document officiel qui a été commandé par le Premier ministre, auquel on a travaillé, on était 5 élus, qui a été remis au Premier ministre début septembre. Et ce Parlement rural, il est là pour regarder si les propositions qui seront faites dans cet agenda seront bien mises en place. Alors nous, on s'est vraiment contenté de ne travailler que sur les outils que nous pouvions mettre en place à l'échelle de la commune. Le transport, la santé, la mobilité, enfin tous les sujets qui concernent la vie de nos concitoyens et auxquels nous, on peut contribuer et faire en sorte que les choses s'améliorent. Vous faites des demandes très concrètes. Oui, la réduction des zones blanches de téléphonie mobile, le recrutement de médecins, la création de zones de revitalisation commerciale, l'accès à un socle de services universel. Vous êtes là dans le concret, c'est pas dans des demandes idéologiques. C'est 200 propositions et le Parlement rural, parce que c'était votre question, c'est bien de contrôler derrière si les choses seront bien suivies, des faits. Parce que vous ne faites pas confiance. Écoutez, ça fait à peu près une 30aine d'années qu'on nous roule dans la farine, que des annonces sont faites et que derrière rien ne se fait, ce qui fait qu'on est arrivé à cette crise. Et rien n'a changé depuis 1 an ? Pas grand-chose. Dans le rapport aux citoyens, dans le rapport aux maires que vous êtes. Oui, clairement, le gouvernement a compris que finalement, les maires même des petites communes pouvaient être utiles, surtout dans une crise sociale, pour servir un peu d'amortisseur. Alors il était temps, j'en sais rien, c'est dommage qu'on en soit arrivé là pour arriver à ça. On l'a bien assez fait. Moi, je vais poser une question, je veux dire, comment ça se fait que depuis des décennies, il y a des gens qui disent ce genre de choses, qui lancent des alertes, le discours il est clair, on entend ce qui se passe aux urgences, on voit la situation des urgentistes, etc. Et en face, ils ne font rien. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'on ne va pas leur expliquer, on ne va pas leur convaincre, c'est qu'ils ne veulent pas. Moi, je pense
Qu'ils ne veulent que pas ces voir. gens-là, là-haut, ils ne veulent pas changer Eh bien les trucs. justement, pour parler de ces gens-là, on va accueillir à présent ces gens-là entre guillemets Arnaud Leclerc qui va nous rejoindre ici sur ce plateau. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Est-ce que depuis un an, selon vous, les politiques, ils ont pris la mesure de la crise? Est-ce qu'ils ont changé? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que c'est que des postures. Les discours, je vous ai compris, je vous ai entendu. Oui, peut-être pire encore, parce que si on doit mesurer une orientation nouvelle du pouvoir, je dirais qu'elle est plutôt dans la dimension répressive. Plutôt que dans la dimension de traitement social, la demande d'égalité, de reconnaissance qu'on entend sous des formes très très différentes autour de la table. Et je trouve que la discussion est d'ailleurs finalement de très haut niveau. Elle montre aussi qu'il y a une appétence pour inventer de choses nouvelles dans la démocratie. Il ne faut jamais oublier que la démocratie, depuis toujours, c'est une invention permanente. Il n'y a pas toujours eu l'élection. Ça a fonctionné par moments avec des tirages au sort. Il y a plein d'autres techniques que le vote. Le vote est l'une des possibilités. Encore faut-il qu'il soit correctement organisé, qu'il y ait un débat suffisant au préalable et entre guillemets de qualité. Mais clairement, ce mouvement montre, après d'autres, c'est quelque chose qui est un mouvement de fond. Vous l'avez tous dit, ça fait plus de 30 ans que la question est sur la table. C'est une défiance très forte à l'égard de nos élites et des types de réponses qui sont construites depuis 30 ans. Sauf que vous dites qu'elles ne l'ont finalement pas tellement entendu, ce message, malgré l'ampleur de ce qui leur a été envoyé à la figure, je pourrais dire, depuis un an. Si on regarde les réponses qui sont fournies, elles sont pour le moins très petites, très embryonnaires, très minimes. Trop technocratiques ? Pas du tout à la hauteur des enjeux soulevés, en tous les cas. Oui. On parlait du mépris tout à l'heure. Je redis, je pense que le mot-clé, c'est la question de la reconnaissance de l'ensemble des Français dans leur diversité. Il y a des profils différents autour de la table, c'est assez remarquable, ça dit quelque chose aussi de ce mouvement. Et on sent qu'il y a une dimension... Le pouvoir politique ne reconnaît pas tout le monde, ne prend pas en compte l'opinion, les aspirations de tous, et beaucoup de gens l'éprouvent depuis fort longtemps, encore une fois. C'est Emmanuel Macron qui est aux commandes, donc c'est sur lui que ça se polarise, mais c'est un mouvement de fond qui est beaucoup plus durable. Emmanuel Macron qui est jeune, un président jeune, 40 ans, mais qui a malgré tout les codes, les méthodes de ses prédécesseurs. Ça ne change pas? Il est dans le même moule? D'une certaine manière, oui. Regardons ce qu'ont été la réponse sur le plan « je vais débattre avec la société à travers le grand débat ». Le grand débat, c'est tout de même le chef qui discute, avec des questions tout de même relativement contrôlées, un public relativement contrôlé. Donc on est dans quelque chose qui est assez loin de l'aspiration première. Donc en fait, on a l'impression qu'on ne pourrait plus faire de la politique comme avant. Mais en fait, si. On ne peut pas fabriquer du consensus comme on le faisait sous le général de Gaulle, si vous voulez, parce que la société a beaucoup bougé et qu'elle est beaucoup plus plurielle et bien moins unanimiste. Et aussi parce que le pouvoir politique n'a plus aujourd'hui une espèce de crédit ou de immédiat au motif qu'il a été élu. Il faut qu'il fasse sa preuve sur la longueur. Si je peux permettre une question, selon vous, quelle aurait été la réponse idéale pour ce mouvement de Gilets jaunes de la part du gouvernement? Il y a pour moi deux dimensions. Une dimension sur le volet égalité et reconnaissance, et il y a une dimension institutionnelle. C'est-à-dire il faut créer des outils nouveaux qui tiennent compte... Le référendum d'initiative citoyenne, c'est une première réponse. Parmi d'autres, disons, il y a la question comment impliquer des gens, y compris dans le contrôle des décisions. On annonce quelque chose, dans quelle mesure ça avance et dans quelle mesure les citoyens peuvent dire « Attendez, là on n'avance plus, il y a un problème ». Des élus révocables. La Californie pratique ce qu'on appelle le recall, la technique de la révocation lorsqu'on n'est pas content. Il y a beaucoup de choses en termes de techniques qu'on peut inventer. Et finalement, nous, on est très figés depuis 1958. Après, il faudra quand même qu'on se pose une question parce que mettre des nouveaux outils, ça veut dire impliquer plus les citoyens. Une part d'entre eux sont très demandeurs, mais ne l'oublions pas, une part d'entre eux ne le sont pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, des personnes comme vous, Ali Benhamla, vous voulez bien vous exprimer, mais pas vous engager forcément en politique. On va avancer juste un petit peu pour parler aussi de ce qu'ont été ces manifestations pendant plusieurs samedis. Elles ont été marquées par la répétition. Quasiment 50 actes, peut-être pas, en tout cas 40, un peu plus de 40, c'est du jamais vu. Et plus il y a de manifestations, plus il y a des risques de violence de part et d'autre, côté manifestants, côté force de l'ordre. Séverine Misset, je rappelle que vous êtes sociologue, il y a toujours eu de la violence dans les mouvements sociaux. Mais est-ce que là, ça a été différent ? Alors, ce qui a été différent, vous l'avez dit, c'est la répétition. C'est quand même un mouvement extraordinaire de ce point de vue-là. Et il va marquer l'histoire pour ça, parce qu'on peut se dire, ça finit par s'essouffler. Mais la vraie question, c'est comment ça se fait que ça ne soit pas essoufflé plus tôt. Oui. C'est exceptionnel, vraiment, comme durée. Est-ce qu'il a été plus violent que les autres, ce mouvement ?
C'est l'impression qu'on a pu avoir. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les soulèvements populaires ont toujours été violents. Il y a eu des morts. Il y en a eu en mai 68. Il y en a eu dans d'autres mouvements. Donc, cette violence-là et l'affrontement avec les forces de l'ordre, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Là, la différence, c'est qu'on avait aussi des manifestations qui étaient assez peu encadrées par des institutions. Quand il y a des manifestations syndicales, il y a un service d'ordre, il y a des habitudes aussi, il y a des pratiques qui se font. Là, on était sur des gens, vous l'avez dit, qui souvent ont été manifestés pour la première fois. Alors, ils ont dû se forger des savoir-faire au fur et à mesure des manifestations. Mais dans les premières manifestations, quand c'est la première fois qu'on y est et qu'on est pris dans des mécanismes de NAS ou des choses comme ça, si on n'a pas les savoir-faire, ça peut devenir très vite compliqué. Donc il y a aussi probablement eu quelque chose de cet ordre-là. Nathalie Lebailly, vous avez participé à la totalité, quasiment totalité des manifestations à Nantes. Vous avez vu la violence de part et d'autre ? Oui, alors je l'ai subi aussi. Je l'ai subi, je l'ai vu de part et d'autre, évidemment. C'est de plus en plus violent. On voit quand même qu'il y a une retenue par rapport... on leur dit attaquer, ils commencent à se poser des questions. Nous, de notre côté, on essaye aussi de cadrer pour éviter justement qu'il y ait de la casse. De toute façon, on ne peut pas non plus... Vous dites que c'est un dommage collatéral presque inévitable ? C'est ça. Vous le déplorez voilà, ou pas tant que ça ? Ah non, mais moi je suis contre la casse. Après, il y a des instituts comme le McDo, les choses comme ça, c'est parce qu'en fait c'est ciblé. Mais ça reste de la casse quand même. C'est de la casse, mais c'est ciblé. C'est ciblé. Donc ça vous choque moins ? Ça me choque moins, effectivement. Ça reste pourtant de la casse. Oui, mais c'est un symbole. Oui, mais face à nous, face aux policiers, il y a la violence. Elle est aussi dans la personne qui va faire les poubelles. Moi, la violence, c'est pas physique. Moi, c'est la violence mentale qu'on subit. Moi, j'ai été violentée. Sociale, surtout. Mais j'ai été violentée pendant une manifestation. Je l'ai très, très mal vécu. J'y suis retournée, mais bon, voilà, après une psychanalyse. Mais il y a d'autres qui peuvent plus venir parce que c'est trop, trop violent. Mais il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui ont été choqués par la violence qui a pu exister dans ces manifestations. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu venir non plus... cette crise des Gilets jaunes, ce sont les médias, c'est nous aussi. Est-ce que nous travaillons différemment depuis cette crise des Gilets jaunes, depuis ces manifestations ? Réponse avec notre rédacteur en chef ici à France 3 Pays de la Loire, Xavier Roland. Alors ça a eu évidemment notre façon de travailler a déjà changé sur la forme. Et ça, c'est le côté négatif. Notre couverture de ces manifestations, c'est de plus en plus compliqué. C'est la première fois où on met des vigiles pour assurer la protection de nos équipes. Ça ne s'était jamais vu sur le territoire français. Donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'effectivement, nous avons eu dans toutes les rédactions de France, ce débat en interne, comment répondre à cette interrogation. On a réfléchi, est-ce vrai, est-ce exagéré ? Quels sont nos torts ? Comment on peut remédier à tout ça ? Comment donner plus la parole, effectivement, à toutes ces personnes qui se disent invisibles dans les médias ? Comment aller peut-être sortir des grandes villes, donner une autre vision de la France dans nos journaux ? Et si vous regardez le journal de France 3 Pays de la Loire, eh bien, j'espère que ça se voit. Nous avons aussi amené de la transparence dans notre façon de travailler. Tous les soirs, du décryptage, de la pédagogie. Et puis un rendez-vous tous les soirs aussi, vous avez la parole pour aller voir effectivement des gens à qui on ne tendait pas forcément le micro, mais qui nous parlent à la fois de leur vie, de leur passion, de leur métier, mais aussi qui puissent commenter l'actualité. Donc c'est évident qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes dans les médias. Un avant et un après Gilets jaunes dans les médias. Bonjour Yann Trichard, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je viens à vous dans un instant, mais d'abord je voudrais vous faire réagir les uns et les autres qui êtes ou avaient été Gilets jaunes. Est-ce que les médias ont été vos ennemis dans cette crise ? Est-ce que les réseaux sociaux ont aussi modifié la façon de vous mobiliser ? Oui. Alors pour moi, alors certains médias, les médias régionaux un peu moins, mais les grands médias comme BFM ou CNews, en fait, je ne les regarde plus parce que justement, je trouve qu'ils cachent la vérité. Et c'est donc par les réseaux sociaux que vous par les êtes réseaux sociaux. Oui, aussi informés, pas seulement, mais alors aussi. Maintenant, ça va être plutôt du face à face. Les réseaux sociaux aussi nous ont un peu... Vous vous en méfiez. Ali Benamla, Ludovic Arnaud ? Juste, moi par exemple, au niveau médiatique, c'est sûr qu'on ne se reconnaît pas dans ce qui est retranscrit. Il a fallu attendre juste quelques semaines, par exemple, pour qu'un grand média, Le Monde, fasse une enquête sérieuse enfin, sur les violences policières et montre qu'aucune déontologie n'a été respectée, par exemple, sur le cas du pompier du pompier de Bordeaux, là, qui a été tiré par un flashball. Donc,
Voilà, que les médias se remettent en cause et fassent des efforts, c'est super, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Moi, je pense qu'on n'a pas assez utilisé les médias, on n'a pas su les utiliser pour pouvoir communiquer. Ça aurait été une force supplémentaire pour nous. Pourtant, vous avez eu beaucoup la parole, ça leur reconnaissait sur les médias traditionnels ou... Pas tant que ça, quand même. Pas tant que ça. En fait, ce qui était dommage, c'est qu'on puisse voter dans une réunion pour savoir si on accepte ou pas un journaliste. Moi, ça me choquait. C'est-à-dire qu'on puisse bloquer. Vous auriez voulu que tout soit ouvert? Évidemment. C'est la moindre des choses. On ne peut pas reprocher aux médias de raconter n'importe quoi alors qu'on ne les laisse pas rentrer dans les réunions. Il faudra être un petit peu cohérent. Donc, je trouvais ça dommage au début. On a eu évidemment certains entretiens qui étant plutôt fidèles pour l'instant. Après, en tout cas, personnellement, je n'ai pas souffert de ça. Mais voilà, après, le message est là. Les fake news, en tout cas, par contre, ça a fait C'était énorme. Sur les médias, surtout sur Facebook, ça a été exceptionnel. J'ai été modérateur dans un groupe pendant 48 heures. Donc aujourd'hui, vous appelez aussi à la méfiance sur ces supports. Les manifestations, on le sait, elles ont eu aussi des conséquences économiques et on va les aborder avec vous. Yann Tréchard, je rappelle que vous êtes le président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Est-ce qu'on connaît le bilan économique des manifestations Gilets jaunes, notamment à Nantes ou à Saint-Nazaire ? Alors, en fait, c'est compliqué de donner un bilan global parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des gens extrêmement impactés et des gens beaucoup moins. Typiquement, je prenais l'exemple tout à l'heure, lorsqu'un McDonald's est dégradé. Un McDonald's, c'est une TPE. Il s'agit en général, ou une PME. Ce sont des indépendants qui versent des royalties à un groupe international, certes, mais la personne en question, il est patron d'une PME qui est un restaurant. Et donc, c'est une petite entreprise. Donc, j'imagine que ça vous choque, ce qu'a pu dire Nathalie Lebaillive, de dire finalement, quand on attaque un McDo, on attaque un symbole. Non, c'est pas vrai, on attaque un patron. Alors, on attaque un employeur. Non, c'est pas on attaque un patron, etc. Moi, je suis évidemment contre la lutte des classes, etc. On attaque, en fait, le travail de gens qui travaillent dedans, indépendamment de ça. Moi, je suis fondamentalement contre la violence, de quelque nature que ce soit, sans aucune possibilité d'inadéquation par rapport à ça. On n'a pas de violence à faire. Moi, je respecte évidemment le droit de grève. Et c'est celui qui a été évoqué, etc. Pardonnez-moi, monsieur, je finis mon propos, s'il vous plaît. Donc, je trouve qu'il faut respecter. C'est donc respectable de faire des manifestations. Bien sûr, il y avait, et de toute évidence, effectivement, un ras-le-bol et il fallait que ça s'exprime. Très bien. Et c'est, par contre, ce qui consiste à dire j'empêche l'économie complètement de tourner, alors que c'est le travail d'une partie des gens qui étaient sur les ronds-points, eh bien, à un moment donné, là, par contre, là, vous ne comprenez plus. Alors, vous dites que c'est très difficile, en fait, de mesurer l'impact économique. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler une photographie qui a été faite à Nantes en plein mouvement en décembre pour calculer la baisse d'activité économique en Loire-Atlantique. On était donc au bout de 4 ou 5 samedis de mobilisation sur les ronds-points et dans les centres-villes. 69% des entreprises se disaient alors touchées et elles estimaient qu'elles avaient connu une baisse de 30 à 50% de leur chiffre d'affaires à l'époque. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte après ce mouvement ? Il y a eu, encore une fois, pour ça, dire des moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a eu des gens qui ont été extrêmement touchés, d'autres pas. Donc, en fait, et le report, assez paradoxalement, c'est que ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui est vente par correspondance et vente à distance a explosé pendant ce temps-là. Donc les gens ne se déplaçaient plus dans les commerces, mais commandaient sur des grandes plateformes. Par contre, il y a des boutiques qui, effectivement, ont beaucoup pris. Donc oui, il y a eu des gens qui ont fait du chômage technique. Oui, il y a eu des gens qui n'ont pas été recrutés. Oui, il y a eu quelques entreprises qui étaient pas assez solides et qui n'ont pas continué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qui a fermé complètement à cause d'un mouvement social par rapport à qu'est-ce qui a fermé et qui aurait peut-être dû fermer ou qui était en situation difficile. Et du coup, la précarité a amené la chute. Moi, je ne crois pas et je ne veux pas, c'est surtout très important, il ne s'agit pas d'opposer les mondes. Il ne faut pas opposer les mondes parce que pour créer un nouveau monde, il faut réconcilier. La réconciliation, c'est le droit d'exprimer des choses à quelque moment que ce soit et préserver le fait d'une économie qui permet à des gens de travailler. Pour que les gilets jaunes puissent s'exprimer et avoir de meilleurs revenus, il faut que les entreprises qui sont là, et en particulier les TPE, PME, qui sont sur les territoires, puissent continuer de vivre. Et d'ailleurs, Séverine Misset, ce qu'on peut constater, je voudrais vous interroger Séverine Misset sur cet aspect-là sociologique. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, les patrons ont été peu ciblés finalement. Oui, on a beaucoup entendu de discours sur les élites, sur les puissants, sur les parlementaires, mais finalement assez peu sur les patrons. Il y avait d'ailleurs des petits indépendants dans le mouvement, et ça c'était quand même aussi une originalité du mouvement d'avoir des salariés, des retraités, des indépendants, c'est pas si fréquent que ça.
Et les revendications ne portaient pas tellement sur les salaires, mais plutôt sur les taxes, sur les impôts. D'ailleurs, la majorité des Gilets jaunes étaient des gens qui travaillaient. Oui, beaucoup travaillaient, beaucoup se plaignent d'un budget très contraint, de fin de mois très difficile, mais leurs revendications ne portaient pas tellement sur les salaires. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une autre Gilet jaune. Je viendrai à vous après, Ludovic Arnaud. Elle s'appelle Alexandra Crouvizier, elle est de Loire-Atlantique. On va l'écouter, je vais vous demander de réagir. Donner 100 € de prime d'activité au mois de décembre, c'est pas suffisant. Je pense que c'est la dernière chance qu'on a. Si on lâche là, c'est la porte ouverte à tout, pour n'importe quel gouvernement. Vous êtes d'accord, Ludovic Arnaud ? Oui. Moi, ce que je voulais dire très vite, c'est que moi, je suis un bisounours, je suis gentil avec tout le monde, j'ai envie de discuter avec tout le monde. Le problème, c'est pas le patron du McDo, je veux dire, c'est pas lui. Il se verse ses royalties à une multinationale qui enrichit des gens. Il y a un gars, il s'appelle Warren Buffett, là, c'est celui qui dirige le Brisol, etc., qui a dit la lutte des classes, elle existe et c'est ma classe qui est en train de la gagner. C'est les gens qui sont tout là-haut, qui sont super riches, eux, ils s'en mettent plein les poches. Mais alors, je veux revenir à ce que dit cette jeune femme-là. Est-ce que c'est le moment ou jamais de réagir ? Ali Ben Amla, vous l'avez quitté ce moment, mais vous êtes d'accord avec... En fait, je l'ai quitté, les 100 € étaient déjà en place quand je l'avais quitté. Voilà. Pour moi, j'avais une salariée qui avait 1200 € en fin d'année. Pour elle, c'était la joie, c'était Noël. Pour elle, ça allait 12 fois 100, plus les 20 et quelques euros, donc c'était quelque chose. Juste de revenir très très rapidement sur le fait, en fait, on était conscient qu'on était en train de bloquer l'économie qui était censée nous nourrir. Ça, c'était le départ, on était conscient. Sauf qu'il faut savoir que quand on n'est pas bien, il y a des gens qui se scarifient, qui se font du mal. Ça a été le départ. On savait que ça allait pas durer longtemps. On savait que ça allait, même moi, mon entreprise a subi de ça. Moi, j'ai eu des chauffeurs qui étaient coincés à Arbus, à Montoire de Bretagne, mais c'était nécessaire au départ. Bon, on n'était pas suicidaires non plus, donc il fallait qu'à un moment ça s'arrête, les blocages. C'est encore nécessaire. Peut-être la méthode, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Les 10 milliards qu'ils nous ont donnés, par exemple, pour le pouvoir d'achat, là, la prime d'activité, c'est quelque chose qui est pris sur le budget, qui n'est pas financé, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'argent où il en est, et après on nous dit, maintenant il faut réduire les services publics parce qu'on a donné 10 milliards pour les gilets jaunes, il va falloir que l'hôpital il se serre la ceinture. Voilà, c'est ça la situation. Moi je souhaite que ton idée se structure et que je puisse voir un programme, et ça aurait été avec plaisir de lire et pouvoir voter pour ça. Franchement, sincèrement, du fond du cœur. Tout ce que je veux, c'est que les gens qui ont des idées puissent les structurer et mettre ça. Moi, ça me fait peur. Couper un système et aller dans n'importe quoi, dans le noir, moi, je ne voterai pas pour ça. Si vous avez un programme précis, j'y vais. Oui, mais je ne sais pas où on va. Mais en tout cas, la situation, elle est plus supportable. Il y a des gens, pour eux, ça n'est plus supportable. Ils nous demandent les gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire donc, on arrive bientôt au 17 novembre, au premier anniversaire du premier acte? Des nouvelles explosions sociales, il y en aura, évidemment. Regardez ce qui se passe partout dans le monde. On ne les voit pas venir. Pour l'instant, il n'y a pas d'appel. Est-ce que, Nathalie Lebailly, vous espérez que le 17 novembre prochain, à nouveau, il y aura du monde sur les ronds-points en jaune ou en autre couleur? Ce que j'aimerais, c'est justement que les gens se remobilisent, disent bon, c'est bon, il y a un an, on était là. Et par rapport justement à ce qu'on voit dans le monde, on se dise finalement, c'est pas fini. Donc il y a à nouveau. Vous y croyez, Arnaud Leclerc? Je voudrais rappeler que les crises sociales sont rarement prévisibles. Que les experts qui les annoncent généralement se trompent. Donc ça peut revenir sans doute à tout moment, mais personne n'est capable de le dire. Séverine Misset, par rapport à votre expérience et à votre connaissance des mouvements. C'est très difficile, on n'a pas de boule de cristal. On peut penser que les raisons n'ont pas forcément disparu et que ça peut ressurgir. Et que le premier anniversaire peut être l'occasion d'une étincelle et d'un retour de flamme, entre guillemets. Moi, je verrais bien le 5 décembre, par exemple. Moi, ce qui me frappe quand je discute autour de moi, c'est à quel point... Autour des manifestations et des appels à la grève? Ouais, j'en sais rien, peut-être que ça ne prendra pas, mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est à quel point l'état d'esprit Gilets jaunes a diffusé, et on l'entend, s'il y a plein de gens qui disent les Gilets jaunes, ils ont fait ça, les Gilets jaunes, ils ont été comme ça, les Gilets jaunes, ils n'ont pas demandé l'autorisation avant d'aller prendre la rue. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans plein d'autres secteurs. Yann Trichard, il nous reste moins de 30 secondes. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, un retour des Gilets jaunes? Soyons constructifs, il y a des choses qui ont été faites malgré tout, c'est ce qui a été signalé tout à l'heure, je pense que c'est important. Il faut, lorsqu'on a des choses à exprimer, il faut le faire. Ensuite, on est dans une démocratie, cette démocratie a le mérite d'exister. Il y a des urnes, elles sont là pour les prochaines, elles ont été pour les législatives, les présidentielles. Ça n'a pas suffi, mais c'est une vraie démocratie participative et il faut continuer de le faire sans casser. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission et à cette soirée spéciale Jaune de colère. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Merci.